Le spécimen que j'ai devant moi défie toutes les limitations imprimées au dos d'un sac d'engrais industriel brillant. Nous sommes en présence d'un Solanum lycopersicum, un plant de tomate commun. Mais il n'y a rien de commun dans la violence de sa croissance. La tige est aussi épaisse que le pouce d'un ouvrier, vibrant de pression de turgescence, luttant pour soutenir une canopée de fruits qui a triplé le rendement du groupe témoin dans la parcelle voisine. Il n'y a pas de cristaux bleus ici. Pas de granules d'azote synthétique se dissolvant dans la boue. Si vous creusez de 3 pouces sous la surface, directement dans la rhizosphère, vous ne trouverez pas de reçu pour une bouteille de $50 d'hormones de croissance brevetées. Vous trouverez une scène de crime. Une masse noire, oxydante, visqueuse de décomposition organique dont la plupart d'entre vous reculeraient instinctivement. C'est une simple banane pourrie, se dissolvant dans la matrice du sol. Depuis des décennies, les géants de l'agriculture vous conditionnent à considérer cette pourriture comme un déchet, à la sceller dans du plastique et à l'envoyer dans une décharge pendant que vous passez votre carte de crédit pour des macronutriments stériles de qualité laboratoire. Ils vous ont vendu la propreté, mais ils vous ont volé votre rendement. Ce n'est pas du jardinage, c'est de la biologie forensique. Ce à quoi nous assistons n'est pas un miracle, et ce n'est certainement pas de la magie. Il s'agit d'un transfert précis et à haut rendement de potentiel bioélectrique et d'ion potassium qui a été réduit au silence par un marché dépendant de votre ignorance. La question que vous devez poser n'est pas de savoir comment ces déchets ont fait pousser un monstre. La question est de savoir pourquoi on vous a appris à jeter le carburant et à acheter les vapeurs. Pour comprendre pourquoi vous vous trouvez actuellement dans une jardinerie à fixer un mur de bouteilles en plastique, nous devons rembobiner la bande jusqu'en 1947. La Seconde Guerre mondiale était terminée, mais les machines de la chimie industrielle tournaient à vitesse maximale. Les usines massives qui avaient passé des années à synthétiser du nitrate d'ammonium pour les explosifs se sont soudainement retrouvées sans guerre à mener, mais elles possédaient un terrifiant excédent de capacité de production. Elles avaient besoin d'un nouvel ennemi, et elles l'ont trouvé dans le sol lui-même. Une décision a été prise dans des salles de conseil d'administration, éloignées de toute terre agricole, de renommer ces munitions excédentaires en salut agricole. Ce fut l'aube de l'ère NPK, azote, phosphore, potassium, dépouillés de leur contexte biologique et vendus comme un salut blanc et cristallin. Avant ce pivot calculé, l'agriculture fonctionnait selon la loi du retour. C'était une boucle fermée, où rien n'était gaspillé, et le déchet n'était que de l'énergie attendant d'être libérée. Les agriculteurs et les cultivateurs locaux comprenaient que la récolte prenait des nutriments à la terre, et que la seule façon de maintenir le système était de remettre la masse organique dans le sillon. La peau de banane, riche en potassium, même que le fruit avait extrait, n'était pas un déchet, c'était une batterie. C'était un paquet d'énergie solaire et de densité minérale qui appartenait à la zone racinaire. Mais vous ne pouvez pas breveter un fruit pourri. Vous ne pouvez pas mettre un code-barre sur un cycle naturel de décomposition. Et vous ne pouvez certainement pas construire une chaîne d'approvisionnement mondiale sur une ressource que chaque ménage génère gratuitement. L'effacement a été systématique et psychologique. Grâce à des campagnes de marketing agressives dans les années 1950 et 60, les conglomérats chimiques ont mené une guerre contre les méthodes primitives. Ils ont dépeint les processus biologiques naturels de fermentation et de décomposition comme sales, imprévisibles et non scientifiques. Ils ont remplacé la complexité sombre et vivante de l'humus par la certitude stérile du sac de produits chimiques. Ils ont enseigné à une génération de cultivateurs que le sol n'était rien de plus qu'un milieu inerte, une éponge dont le seul but était de soutenir la plante pendant que la société chimique fournissait la vie.
La connaissance du cycle du potassium, la compréhension de la façon dont la matière organique tamponne le pH et nourrit le microbiome, n'a pas seulement été oubliée, elle a été activement ridiculisée. Ils ont coupé la main qui nourrissait le sol, créant un modèle de dépendance qui vous obligeait à racheter la fertilité même que vous jetiez à la poubelle. Nous devons nous débarrasser des comptines sur la façon de nourrir les plantes et commencer à parler d'hydraulique cellulaire. Si vous pensez que votre plant de tomates est juste assis là passivement à attendre de la nourriture, vous passez à côté de la violente réalité de son ingénierie interne. La plante est un système sous pression, et le potassium, l'élément désigné par K dans le tableau périodique, est le maître de cette pression. Ce n'est pas un élément de construction structurelle comme le calcium. C'est un agent fonctionnel mobile, une étincelle bioélectrique qui se déplace dans le système vasculaire de la plante comme un coursier avec une autorisation de haute priorité. Lorsque nous analysons la banane pourrie, nous ne regardons pas du paillis. Nous regardons une cage dense d'ion K, plus attendant d'être déployée dans la pompe à potassium de la plante. Ce mécanisme est purement physique. Au niveau microscopique, vos feuilles de tomates sont recouvertes de milliers de minuscules bouches, appelées stomates. Ces portes contrôlent l'absorption de dioxyde de carbone, le souffle de la vie, et la libération de vapeur d'eau. La plante ne peut pas ouvrir ses portes de force. Elle utilise la pompe à potassium. Lorsque les ions K plus inondent les cellules de garde entourant les stomates, l'eau les suit instantanément par osmose, gonflant les cellules jusqu'à ce qu'elles se courbent vers l'extérieur et ouvrent la porte. Sans potassium adéquat, les portes restent fermées, la plante étouffe et la photosynthèse s'arrête. Mais voici la divergence critique entre le sac industriel et la réalité biologique. La source de l'ion dicte la réaction de la racine. L'option synthétique, le chlorure de potassium, est extraite de la terre et raffinée en un sel corrosif. Lorsque vous déversez ce cristal rose ou blanc sur votre sol, vous bombardez les délicats poils absorbants d'un choc salin, forçant la plante à dépenser une énergie précieuse juste pour filtrer la toxicité du chlorure tout en recherchant le potassium. C'est un acte de violence chimique. La banane, cependant, contient du potassium dans une matrice organique biodisponible, souvent chélatée avec des chaînes carbonées. Lorsqu'elle se décompose, elle libère des ions K+, selon un rythme qui correspond aux capacités d'absorption naturelle de la plante. Elle active plus de 60 enzymes distinctes, responsables de la synthèse des protéines et de la densité des fruits, sans brûler les ponts microscopiques qui permettent à la racine de fonctionner. Il ne s'agit pas d'être naturel, il s'agit d'efficacité thermodynamique. Nous devons maintenant aborder l'agent volatile invisible qui a tellement terrifié l'industrie du transport maritime commercial qu'elle a dépensé des millions pour inventer des systèmes de ventilation afin de l'éliminer de l'air, l'éthylène. Dans le monde aseptisé de la logistique des épiceries, ce gaz hydrocarbure est l'ennemi, un accélérateur de maturation qui transforme les profits en bouillie pendant le transport. Mais lorsque vous enterrez cette banane noircissante à 15 cm de profondeur, vous ne détruisez pas une marchandise. Vous emprisonnez un puissant signal hormonal directement dans la zone racinaire. Vous câblez essentiellement le tableau de bord du plant de tomate à une nouvelle fréquence. C'est là que la physique de la porosité du sol devient essentielle. En plein air, l'éthylène se dissipe instantanément. Sous terre, piégé dans le réseau d'argile et de silice, le gaz crée une atmosphère d'urgence localisée. Lorsque les extrémités des racines de votre plant de tomate détectent cette concentration de C2H4, elles ne la perçoivent pas comme de la nourriture. Elles la perçoivent comme un code de commande.
Le gaz se lie à des récepteurs protéiques spécifiques sur la membrane racinaire, déclenchant une voie de transduction du signal qui supplante le mode de loisir par défaut de la plante. Il crie « accélération de la chronologie biologique ». La plante interprète cette présence d'éthylène comme un signal que l'environnement évolue, voire se décompose. Et par un coup de génie évolutif, elle réagit non pas en mourant, mais en déplaçant sa priorité métabolique de la sécurité végétative à la nécessité de se reproduire. Elle cesse de produire paresseusement des feuilles vertes et commence à détourner des quantités massives de sucre et d'énergie vers la production de fleurs. C'est le déclencheur d'éthylène. Vous piratez l'instinct de survie de la plante en utilisant le dernier souffle de la banane pour faire croire à la tomate qu'elle doit se reproduire, créer des fruits immédiatement et abondamment. C'est une tromperie hormonale qu'aucune pastille d'azote synthétique ne peut imiter, car l'azote ne fait qu'alimenter la taille, tandis que l'éthylène dicte le but. Vous pourriez imaginer les racines de la tomate rongeant le fruit enterré comme un chien sur un os. Mais il s'agit d'une simplification caricaturale qui insulte la complexité de la rhizosphère. La plante ne mange pas la banane. La plante n'a pas les enzymes digestives nécessaires pour décomposer la matière organique complexe. Au lieu de cela, elle sous-traite ce travail à une armée de mercenaires qui meurent de faim dans votre sol, attendant une charge de glucides. Lorsque vous enterrez cette banane riche en sucre, vous ne nourrissez pas la culture. Vous sonnez le dîner pour la main-d'œuvre microbienne dormante. Quelques heures après la rupture de la peau, la population de bactéries Bacillus indigènes et de levures du sol devient exponentielle. Elle ne se contente pas de consommer le fructose et le sucrose qui s'infiltrent dans la terre. Elle frénétise. C'est le pont sucre-microbe. Ces travailleurs microscopiques, des milliards dans une seule poignée de terre, envahissent la structure carbonée du fruit. En métabolisant les sucres, ils réalisent l'alchimie essentielle de la minéralisation. Ils extraient le potassium, le calcium et le phosphore liés de la matière organique solide et les excrètent sous forme d'ions dissous. Ce processus transforme les déchets inertes en un courant bioélectrique que la plante peut réellement conduire. Les microbes sont en fait l'estomac externe de la tomate. Ils digèrent le combustible brut et libèrent des acides organiques qui chélatent les minéraux, les enveloppant dans une étreinte chimique qui les rend instantanément absorbables par les poils absorbants. Sans ce pont microbien, la banane n'est que des ordures. Avec lui, le sol devient un moteur digestif, traitant les nutriments avec une efficacité catalytique qu'aucun sel synthétique, qui tue ces mêmes microbes au contact, ne pourra jamais espérer reproduire. Voici le grand défaut architectural de l'agriculture moderne, une tromperie construite sur l'illusion de la vitesse. L'industrie vous vend des sacs d'éléments nutritifs synthétiques à action rapide, promettant une vigueur du jour au lendemain. Ce qu'elle vous vend en réalité, c'est une bombe à retardement, à forte salinité. Lorsque vous dissolvez ces cristaux bleus ou roses, essentiellement des sels minéraux concentrés, dans votre arrosoir, vous ne créez pas un bouillon nutritif. Vous augmentez la conductivité électrique du sol à des niveaux dangereux. En physique, cela crée un renversement catastrophique de la pression osmotique. Au lieu que l'eau s'écoule passivement dans les racines, la forte concentration de sel dans le sol attire l'eau hors de la plante. C'est le mécanisme de la brûlure d'engrais. Ce n'est pas du tout une brûlure. C'est une hémorragie cellulaire. La plante se déshydrate des racines vers le haut, haletant dans une mer d'abondance. Comparez cela à la banane. Le fruit en décomposition ne se dissout pas. Il se désintègre. Il crée un humus colloïdal, un tampon spongieux qui retient l'humidité et les nutriments en suspension. Il n'y a pas de choc osmotique car il n'y a pas de pic soudain de salinité.
Le potassium est libéré molécule par molécule, régi par le taux métabolique des microbes, et non par la solubilité d'un sel industriel. Mais la tromperie est plus profonde. L'azote synthétique force la tomate à développer des cellules grandes, aqueuses et à parois fines, des géants structurellement faibles. Ces cellules distendues sont incapables de produire les métabolites secondaires complexes qui agissent comme système immunitaire naturel. Elles deviennent des phares pour les pucerons et le mildiou. Et voici le génie du modèle économique. Une fois que vos plantes gonflées artificiellement succombent inévitablement aux parasites parce que leurs parois cellulaires sont fines comme du papier, vers qui vous tournez-vous? La même entreprise qui tient une bouteille de pesticides. Ils cassent les jambes de la plante avec un produit et vous vendent les béquilles avec un autre. Les amateurs enterrent le fruit entier et attendent que la nature remplisse les formalités. Nous n'avons pas le temps d'attendre la lente bureaucratie de la décomposition naturelle. Pour transformer le potassium en arme, vous devez d'abord détruire l'intégrité structurelle du système de livraison. La peau est une forteresse de cellulose conçue pour empêcher les bactéries d'entrer. Votre premier geste est donc une démolition mécanique. Vous prendrez cette banane noircissante et la couperez. Chair, peau et tige, en morceaux pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Nous maximisons le rapport surface/volume, exposant la matrice interne de glucides à l'essaim microbien. Mais ne l'enterrez pas encore. Vous devez amorcer la charge. Placez cette bouillie dans un bocal hermétique avec de l'eau tiède et une cuillère à café de sucre brut ou de mélasse. Secouez-le. Vous créez un réacteur anaérobie temporaire. Pendant 3 jours, vous laissez la pression monter dans l'obscurité. Vous cultivez une explosion localisée de bactéries lactobacillus qui commenceront l'hydrolyse enzymatique avant même que la matière ne touche la terre. Lorsque vous dévissez enfin ce couvercle et que vous entendez le sifflement du gaz qui s'échappe, vous savez que vous ne tenez plus des ordures. Vous tenez une grenade de potassium, prédigérée prête à exploser. La précision est la différence entre un engrais et un poison. Si vous déversez cette charge de potassium fermenté directement sur la tige principale, vous invitez au désastre. Le collet de la plante, là où la tige rencontre le sol, est le point le plus vulnérable à l'entrée des champignons. Vous ferez pourrir l'autoroute structurelle avant que le carburant n'atteigne le moteur. Au lieu de cela, vous devez localiser la ligne de goutte. Visualisez la canopée de la plante. Les racines nourricières s'étendent latéralement pour correspondre à la portée des feuilles. C'est votre zone d'injection. Mesurez exactement 15 à 20 cm du tronc central et creusez une tranchée de 10 cm de profondeur. Cette profondeur est non négociable, trop peu profond, et le rayonnement UV stérilise votre force de travail microbienne. Trop profond, et vous atteignez la couche anaérobie, où les bactéries privées d'oxygène produisent des sulfures toxiques au lieu d'ions disponibles. Vous voulez l'endroit idéal, aérobie. Versez votre bouillie fermentée dans cette tranchée. Vous créez un dépôt souterrain, une concentration localisée de nutrition à haute tension qui force les racines latérales de la plante à se ramifier de manière agressive. En 48 heures, les poils absorbants, sentant le gradient chimique du potassium qui s'infiltre, se tourneront physiquement et se précipiteront vers cette poche. Vous ne vous contentez pas de nourrir la plante, vous orientez son architecture souterraine. Avance rapide de 30 jours. Les preuves médico-légales sont désormais indéniables. Vous ne regardez pas la même plante qui luttait dans le groupe témoin. La tige principale s'est épaissie jusqu'au diamètre d'un tuyau d'arrosage. Vibrant de turgescence, ses parois cellulaires renforcées par la matrice de silice et de potassium que vous avez injectée. Les feuilles ne sont pas simplement vertes, elles sont d'un émeraude profond, presque noir.
un indicateur visuel que la densité de chlorophylle a maximisé la capacité photosynthétique de la plante. Mais l'onde de choc réelle est la canopée. Elle n'a pas seulement grandi, elle a éclaté. La densité des fleurs n'est pas une augmentation en pourcentage, c'est un événement de multiplication. Là où l'engrais chimique produisait quelques grappes discrètes, la zone racinaire, nourrie à la banane, a déclenché une violente détonation d'inflorescences jaunes. C'est le résultat direct de la pompe à potassium fonctionnant à pleine capacité, déplaçant les sucres des feuilles vers les sites de fructification avec une résistance nulle. Le taux de nouaison, le rapport entre les fleurs qui deviennent réellement des tomates, est presque parfait. Il n'y a pas de chute de fleurs ici, parce que la plante n'est pas stressée, elle est sous contrôle. Et puis, il y a le goût, une mesure que l'industrie essaie désespérément d'ignorer. Si vous réfractez la lumière à travers le jus d'une tomate de supermarché, vous obtenez un score Brix, une mesure des sucres dissous, d'environ 4. C'est de l'eau rouge. Votre spécimen, nourri de la décomposition complexe de la banane, affiche un Brix de 12. Le fruit est lourd, dense et complexe parce qu'il n'a pas été gonflé avec de l'eau salée. Il a été construit avec une biologie minéralisée. Vous n'avez pas seulement cultivé une tomate, vous avez embarrassé la chaîne d'approvisionnement. Il n'a jamais été vraiment question de tomates. Il s'agit des chaînes de la commodité. Chaque fois que vous jetez une peau de banane à la poubelle et que vous vous rendez au magasin pour acheter une bouteille en plastique de liquide bleu, vous signez un contrat de dépendance. Vous convenez que l'industrie chimique comprend la nature mieux que la nature elle-même. Vous échangez votre autonomie contre un code-barre. Le système est conçu pour vous faire sentir impuissant, pour vous convaincre que la fertilité est un produit que vous devez acheter, plutôt qu'un cycle que vous pouvez maîtriser. Mais au moment où vous cessez de considérer ce fruit noir et suintant comme un déchet, et commencez à le voir comme de l'énergie, vous cessez d'être un consommateur. Vous devenez un alchimiste. Vous transformez ce que la société appelle des déchets en or biologique. La science n'est pas cachée, elle est juste ignorée. La physique de la pompe à potassium, le déclencheur d'éthylène, le pont microbien, tout cela attend que vous vous y intéressiez. Voici donc la question finale, la seule qui compte. Allez-vous continuer à payer pour l'illusion de la croissance, ou êtes-vous prêt à construire la vraie chose? La révolution ne commence pas dans la rue, elle commence à 15 cm sous terre.